C'est la soirée de l'information qui démarre. Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de l'actualité ce soir, la Tunisie avec des manifestations de policiers, des policiers qui réclament leur salaire. Après donc la grève des chômeurs, c'est au tour des policiers. Nous parlons également ce soir de la France qui est également en grève, une grève générale avec bien évidemment les détails dans cette édition. Tout comme nous parlerons également de la Chine qui a donc décidé d'injecter près de 62 milliards d'euros dans son circuit économique pour permettre aux Chinois de préparer le nouvel an. Le Rwanda sera également au cœur de l'actualité avec cet imam qui a été abattu par la police, soupçonné d'appartenir à l'organisation État islamique Haïti. Il sera également au cœur de l'actualité avec Michel Martelly, qui doit quitter le pouvoir le 7 février prochain, mais qui n'aura pas de successeur à cause du second tour de la présidentielle qui a été reporté s'il est dit. Madame, monsieur, voilà donc pour le sommaire et pour commenter cette actualité et apporter également des suppléments d'informations. Falon Tchounia, journaliste, bonsoir. Bonsoir Roger et bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent et qui sont fidèles à la soirée de l'information. Guy Fondop, journaliste à Ouest Littoral, bonsoir. Bonsoir Louis Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 Info. Alors je voudrais que nous commencions cette soirée d'information par ces manifestations de policiers en Tunisie. Alors Falon, il y a quelques jours, parlons de ces manifestations de chômeurs qui réclamaient une meilleure condition de travail et un meilleur traitement salarial. Aujourd'hui, c'est la police qui descend dans la rue, chose inhabituelle pour réclamer également des salaires. Évidemment, lui, Roger, c'est la police qui descend dans les rues en ce moment pour réclamer les salaires. Et c'est une chose inhabituelle parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Une police qui descend manifester pour les salaires. Lorsqu'on sait que dans la plupart des États, la police est la priorité. D'autres fractions peuvent ne pas avoir de salaire, mais on privilégie toujours la police et tous ceux-là qui s'attellent à ce que la sécurité de la nation se porte bien. En ce moment où les chômeurs sont descendus manifester et qu'on savait quelque part que c'était la police qui était là pour essayer d'apaiser les tensions, pour essayer de créer un climat de sécurité tout autour de cette manifestation et que c'est elles qui descendent dans les rues, on se pose des questions. Est-ce que la gestion de la Tunisie est en train de prendre un grand coup? Est-ce que la Tunisie en ce moment est en train de traverser une crise financière lorsqu'on sait que la France quand même a débouché un certain fonds pour aider la Tunisie, mais maintenant ce fonds ne peut pas être encore reçu parce que il faut des programmes structurels que certaines régions ne sont pas encore capables de fournir pour entrer en possession de cet argent. Si c'est la police qui est dans les rues aujourd'hui, on se pose la question, demain à qui viendra le tour? La Tunisie est ainsi en train d'aller vers une manifestation qui sera bientôt plus que populaire parce que si ce sont les chômeurs et après les travailleurs, les policiers qui réclament les salaires, si les policiers n'ont déjà pas de salaire, je me demande si les fonctionnaires aussi en auront ou alors en ont. Et ça peut s'en suivre et toucher toutes les branches ou toutes les couches sociales en Tunisie, ce qui va devenir une situation que l'on ne pourra plus gérer. Et encore faudrait-il que l'on se mette, et encore qu'il y a la menace terroriste qui plane d'un autre côté. Et on sait très bien que c'est autour de ce genre de situation qu'ils ont souvent l'habitude de perpétrer les actes, de prendre même le contrôle de certaines choses là où on s'attendait le moins, parce que la Tunisie est maintenant en train de rencontrer un problème d'insécurité. Lorsqu'on se réjouissait encore il y a quelques mois que la Tunisie était l'un de ces seuls pays-là qui n'a pas connu une révolution très forte comme celle du printemps arabe qu'a connu l'Égypte et la Libye et d'autres, j'en passe. Maintenant, il faudrait que le gouvernement tunisien se mette maintenant au pas et essaie de trouver des solutions assez rapides pour que les terroristes ne prennent pas profit de cette situation-là. Encore que c'est la police qui est concernée et qui parle de police, parle de sécurité. S'ils manifestent, ça veut dire que pendant cette période, ils n'assument plus leur fonction de policier. Ils se retrouvent maintenant dans la posture de celui-là qui est en train de manifester. Et si on frappe, qui protégera la population? Nous défendons la nation, nous réclamons ce qui nous revient de droit. Scandaient donc ces policiers qui sont allés manifester devant la présence de la République. Ils réclament des horaires supplémentaires. Ils doivent travailler 8 heures par jour, mais il se trouve qu'ils sont en train de faire 12 heures par jour.
Oui, c'est une situation qui est, voilà, lui Roger, préoccupante, mais pas préoccupante aussi en même temps. Préoccupante d'abord pourquoi? Parce que en ce moment, on pourrait voir voilà, une usurpation de la situation par des mouvements terroristes qui, voilà, qui sont très très opposés au régime politique qui est à la tête de la Tunisie aujourd'hui, qui est un régime bien entendu d'islamisme modéré, donc chiite, avec Enarda. On peut donc voir ces terroristes-là profiter, je veux dire, les ultra-religieux, voilà, davantage sunnites, profiter de cette situation pour faire comme ils ont fait par le passé, pour frapper la Tunisie et paralyser encore une fois de plus le tourisme, qui est la principale source de revenus de ce pays-là, et plonger davantage Enarda, qui est à la tête de la Tunisie, dans une situation où elle pourrait se retrouver en train de perdre tout simplement le pouvoir. Donc, vu sous cet angle-là, on peut dire, lui Roger, qu'il y a une préoccupation pour les dirigeants tunisiens en ce moment sur cette situation, donc sur cette manifestation donc, de la police. Mais sous un autre angle aussi, on peut dire que voilà, les dirigeants tunisiens n'auront pas beaucoup de mal à venir à bout de cette situation parce qu'on sait que depuis, ils se sont rapprochés d'un certain nombre de pays voilà, qui aujourd'hui ont quand même une santé financière malgré la baisse mondiale des cours du pétrole. Je parle ici du Qatar ou encore de la Turquie, qui sont des pays qui désormais soutiennent, qui sont malheureusement des pays majoritairement sunnites, mais qui soutiennent voilà, Enarda qui est au pouvoir et qui est davantage voilà, d'un type d'islam qui est littéralement donc, voilà, libéral. Donc, pour chuter lui Roger, je dirais tout simplement qu'il y a certes de quoi s'inquiéter, mais il y a aussi de quoi ne pas s'inquiéter, parce que très rapidement la situation pourrait être soit voilà, rapidement endiguée, ou alors la situation pourrait dégénérer avec une usurpation voilà, de la part de certains groupes islamistes. Alors, surtout que cette situation intervient à Falantunia dans un contexte d'état d'urgence général. Alors, comment comprendre que cela puisse se manifester ainsi? Justement, lorsqu'on sait que la Tunisie a décrété l'état d'urgence général dans le pays il y a quelques jours, cette situation, c'est une situation assez sensible. Cette police qui est censée être à l'extérieur pour assurer le travail de sécurité en ces heures d'état d'urgence est celle-là qui se retrouve dans les rues. C'est un peu paradoxal. Lorsque on sait que s'il y a quelques jours, il affirmait qu'il y a l'état d'urgence, ça veut dire qu'il était en parfaite collaboration avec son armée, avec sa police. Et cette police-là qui aujourd'hui se retrouve du côté des manifestants, on se demande bien évidemment s'ils vont respecter l'état d'urgence, parce qu'on sait très bien que lorsque ces hommes qui sont les hommes de loi et de sécurité, quand ils veulent faire la loi et la sécurité, ils le font bien. Et du moment où ils décident de se ranger d'un autre côté, les choses peuvent très facilement dégénérer parce qu'ils maîtrisent les contours et les aboutissants de cette sécurité-là. Ils savent comment fragiliser le pouvoir et ils savent comment aboutir aux résultats qu'ils attendent de manière très rapide avec des petites techniques qui leur sont propres. C'est maintenant, on se demande si cet état d'urgence sera bien effectivement respecté lorsqu'ils étaient ceux-là qui devaient être à l'extérieur pour permettre en sorte que les individus ne se retrouvent pas hors de leur maison à ces heures et que ce sont eux qui sont en train de manifester. Maintenant, c'est pourquoi je dis que le gouvernement tunisien a du pain sur la planche et espérons qu'ils s'attelleront très rapidement à ce que cette situation soit gérée, parce que d'un autre côté, on a la menace terroriste qui guette. Et c'est dans ce genre de situation qu'ils profitent pour soit bombarder, soit pour fragiliser l'État lorsqu'ils savent que le tissu sécuritaire est déjà en train d'en prendre un coup. Alors, on dirait exactement que l'état d'urgence a été violé, parce que de 20h jusqu'à 5h du matin, est-ce à dire que cet état d'urgence a été violé par ces policiers? Il est tout à fait clair que s'ils ont manifesté, s'ils ont occupé l'espace public au-delà des heures voilà, recommandées par l'état d'urgence, cela voudrait dire qu'ils ont violé l'état d'urgence. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir, voilà,
contester cet état d'urgence-là ou les moyens pour pouvoir suspendre cet état d'urgence? Je pense que non, parce que à moins qu'il n'y ait une situation de contagion où l'armée par la suite prend le relais. Parce que si ce n'est pas le cas, la police à elle seule ne peut pas, parce qu'il faut préciser une chose, c'est que l'état d'urgence, c'est la restriction des libertés. Et quand il y a restriction des libertés, généralement, il n'y a que les unités d'élite de la police qui sont réellement mobilisées, parce que l'état d'urgence en lui-même, c'est essentiellement l'armée, c'est-à-dire que c'est l'armée qui prend le contrôle de la sûreté, de la sécurité du territoire. Voilà, donc à moins qu'il n'y ait une situation de contagion du Roger Noadier, je ne pense pas réellement que ces manifestations de la police soient capables, n'est-ce pas, de suspendre l'état d'urgence ou alors de perturber gravement l'état d'urgence, parce que eux aussi, ils pourraient se retrouver, au cas où ils violaient l'état d'urgence, qui est une loi. Au cas où ils violaient cela, ils pourraient très rapidement se retrouver confrontés à l'armée républicaine, qui pourrait aussi user de tous les moyens pour faire respecter l'état d'urgence, parce que, rappelons-le encore une fois de plus, l'état d'urgence, c'est la restriction des libertés. Oui. Voilà, et Béchi Caïd Essebsi, qui est le président tunisien, va certainement, d'ici quelques jours, d'ici la fin de la semaine, annonce-t-on, va recevoir encore ces manifestants pour essayer de trouver une solution de sortie de crise. En France, la situation n'est pas du tout reluisante. Des écoles, les trafics aériens, de taxis, presque tous ces secteurs d'activité-là ont connu un moment d'arrêt d'activité. Alors, c'est également une autre situation que la France devrait gérer après ces attaques du 13 novembre, après les stratégies mises en place pour essayer de contenir le terrorisme en France. Oui, c'est également un problème que la France doit gérer justement à cette période qui n'est pas loin non seulement de la présidentielle française, mais encore que cette manifestation survient après que le Code du travail a été revu et a été même présenté, et même que le nombre d'heures a été maintenu. Maintenant, ça prouve que les Français n'ont pas été d'accord sur un bon nombre de réformes qui a été mises en place par le pouvoir en place et qui également se trouvent dans le Code du travail, parce qu'on ne comprend pas qu'au lendemain de ces réformes qui sont soi-disant venues apporter des réponses aux problèmes des travailleurs ainsi qu'aux problèmes des chômeurs, on retrouve des personnes qui sont en train de manifester encore, et en même temps, la France fait face à la menace terroriste. Et ce genre de manifestation, généralement, c'est la période pendant laquelle les terroristes en profitent pour se faufiler et pour s'aimer la terreur. Espérons que la France va mettre sur pied les moyens qu'il faut, entrer très rapidement, comme ils savent le faire, en conversation avec les différents leaders des syndicats qui sont en train de manifester sur le terrain, afin de pouvoir trouver une situation de sortie de crise ou de sortie de manifestation. Première journée de mobilisation syndicale de l'année 2016 à Paris, avec tous ces secteurs d'activité paralysés. Guy Fondop, c'est une autre situation des crises que la France devra gérer. On ne parlera pas de crise en tant que telle, parce que les Français sont des habitués du pavé. Ils battent constamment le pavé quand ils ne sont pas d'accord, ou même parfois quand ils sont d'accord. Le seul problème ici, c'est que ces manifestations arrivent à un moment où la France est en alerte orange au niveau sécuritaire. D'ailleurs, en ce moment, la reconduction du plan Vigipirate est en examen, je pense, du côté du Parlement, où il est question de voir si l'alerte orange doit être maintenue, encore au moins pour les 6 prochains mois. Donc, avec cela, on devrait normalement être un peu inquiet pour ces mouvements de manifestation de ces derniers jours avec les travailleurs, parce que très rapidement, on pourrait avoir, avec le regroupement de personnes sur des lieux publics, encore des kamikazes qui s'infiltrent, ou alors des attaques terroristes qui se mêlent aux différents rangs de manifestants, pour par la suite nous donner encore l'horreur qu'on a connue le 13 novembre dernier. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Mais
On devrait aussi s'attendre à ce que dans l'avenir, qu'il y ait encore davantage de manifestations de ce type, parce que tout à l'heure, Fallon parlait voilà, de la loi du Code du travail qui a été revue, mais sauf que le contexte économique général reste très très morose. La France qui devrait enregistrer à peu près 1,2 ou alors 1,3% de croissance pour l'année 2016, qui n'est pas réellement voilà, à mesure de pouvoir endiguer voilà, le chômage ou encore la précarité, l'une des conséquences de ce chômage-là qui est voilà, la morosité au niveau de la au niveau de la création de richesse, qui vient aussi paralyser l'activité en elle-même et faire en sorte que plus personne ne se retrouve véritablement dans le confort salarial qu'il voudrait avoir ou alors qu'il pense mériter. Donc lui, Roger, pour chuter, il faut dire que voilà, les Français gagneraient très rapidement à avoir des rues propres, même si c'est vrai que la manifestation est une culture républicaine de ce côté-là. Et aussi, ils gagneraient voilà, à être davantage travailleurs et à suivre, n'est-ce pas, ce plan de financement de l'économie qui a été décidé par le président français François Hollande, à savoir, oui, François Hollande, qui s'est donc engagé à injecter 70 milliards d'euros dans l'économie française pour la création de richesses ou encore pour l'amélioration de la croissance. Je pense qu'il y a de quoi être légèrement optimiste. Ils devraient, ces travailleurs-là, se contenter de cela et retrouver leur maison avant que les islamistes ne rejoignent eux aussi les rangs pour s'aimer le désarroi une fois de plus. Alors, c'est les fonctionnaires, des enseignants, des contrôleurs aériens, des chauffeurs de taxi qui sont donc en grève. Certains manifestent contre la hausse, pour une hausse, n'est-ce pas, du pouvoir d'achat. D'autres, c'est sur la réforme du collège. De certains, la suppression des effectifs, la concurrence des voitures de tourisme avec ces chauffeurs de VTC. Autant de petits problèmes qui sont soulevés. C'est dire que même en France, la société n'est pas parfaite. Il y a toujours des inégalités et que ces revendications vont permettre à ce que certaines revendications peut-être soient satisfaites, d'autres certainement pas. Alors est-ce que tout ce qui a été énuméré là pourrait véritablement trouver une solution pour permettre à ce que l'activité puisse reprendre dans tous ces secteurs paralysés? Tout ce qui a été énuméré là, bien effectivement, pourrait permettre à ce que l'on puisse trouver une solution. Et vu encore même que ce sont les secteurs assez sensibles, il y a l'enseignement, il faudrait que les gens puissent aller à l'école. Et puis il y a également le transport. Bon nombre des personnes qui vont à l'école, ils prennent des transports en commun, des taxis. Et puis même ceux qui vont au boulot, qui n'ont pas de voiture, ils prennent également ces moyens-là pour se déplacer. Les avions également, tout ça sont des secteurs assez sensibles qui sont presque tous les jours utilisés et qui participent même à un grand pourcentage à l'économie française. Et le président de la République française, François Hollande, gagnerait à ce que des solutions soient très rapidement trouvées, parce que ce sont des secteurs assez sensibles et assez fragiles même, qui pourraient en même temps affecter d'autres secteurs d'activité et ralentir l'économie française. Alors, comme les manifestations font partie de leur culture et que les Français savent que lorsqu'ils manifestent, ils ont généralement des solutions assez rapides aux problèmes qu'ils ont posés, espérons que le gouvernement français s'attelle très rapidement à pouvoir trouver des solutions, parce qu'on ne cessera pas de le répéter. Il y a la menace terroriste qui gagne. C'est vrai que la manifestation est un droit pour des personnes qui se sentent ne pas être dans la situation où ils devraient être, mais on ne devrait pas aussi ignorer que la plupart des États d'aujourd'hui traversent une période assez fragile ou assez sensible, avec la menace terroriste qui plane d'un côté, dont on devrait faire des choses, mais tenir en compte que quelque part, il y a une tierce personne qui ne voudrait que profiter de ce genre de situation pour créer la panique et pour tuer un bon nombre de personnes. Et je pense que la sécurité devrait encore être accentuée autour de ces manifestations-là, afin de pouvoir détecter quels sont ceux qui viennent réellement manifester et quel est l'intrus parmi les manifestants. Parlons à présent de la Chine, avec la préparation de la fête du Nouvel An qui bat son plein, avec le gouvernement chinois à travers sa banque centrale qui a injecté 62 milliards d'euros dans le système financier pour permettre aux Chinois de pouvoir offrir des cadeaux. Alors, Guy Fondop, c'est une très bonne politique pour essayer de booster l'économie dans une situation de ralentissement de l'économie. Oui, il faut dire que c'est une très bonne mesure.
parce qu'on est essentiellement là dans la relance de la croissance par l'autodirecteur, ou alors par le financement d'un certain nombre de projets par l'État. Je ne sais pas très exactement comment est-ce que le gouvernement chinois va s'organiser pour que les 73 milliards arrivent dans la poche des Chinois. Est-ce qu'ils vont passer par l'autodirecteur, ou alors est-ce qu'ils passeront par une revalorisation des allocations pour les travailleurs de l'administration? Oui, c'est une autre possibilité, mais toujours est-il que la conclusion de tout cela est que ces 73 milliards d'euros devraient retrouver la poche des Chinois et donc leur permettre de consommer pendant cette période de Nouvel An chinois, ce qui devrait booster déjà pour ce premier trimestre 2016 la croissance chinoise qui était attendue autour de 6,8% pour ce premier trimestre et qui pourrait effectivement tourner autour de 7%, de quoi rassurer davantage les marchés en ce début d'année 2016 pour que cette confiance-là puisse permettre à l'année 2016 d'être une année rassurante sur les différents marchés financiers, notamment du côté de Shanghai, pour qu'on n'ait plus les paniques ou alors les affolements qu'on a vécu pendant l'année 2015. Donc je pense, Louis Roger, que c'est une belle façon d'entamer 2016 pour les Chinois, pour l'économie chinoise, par cette mesure donc prise par l'État, par le gouvernement chinois, d'injecter 73 milliards d'euros directement dans l'économie pour la consommation à l'occasion du Nouvel An chinois. Alors Fallon, juste pour signaler quand même que c'est une très bonne politique, parce que permettre à ce que chacun puisse aller à travers sa carte bancaire, retirer de l'argent pour faire ses emplettes, c'est une très bonne chose, surtout à ce moment précis où la Chine prépare ce Nouvel An, où il y a des présents à offrir, où les entreprises ont besoin de payer des salaires à leurs employés. C'est effectivement une très belle initiative lorsqu'on sait que la bourse de Shanghai en 2015 a subi quelques légères périodes de panique et que pour la préparation de la Nouvelle An, il y a beaucoup de familles qui sont passées sous le coup de ces problèmes de bourse-là et ça a affecté plusieurs ménages de manière directe ou de manière indirecte et ça a également affecté des entreprises. Et maintenant, ça montre à quel point un gouvernement se soucie du bien-être de ses populations à une certaine période donnée et connaisse quel est le besoin que ces populations ont, quel est le problème auquel ils font face et trouvent très directement une solution rapide pour pouvoir pallier à un certain nombre de problèmes. Parce qu'il y a des enfants qui sont dans des familles qui ne voudront certainement pas, qui ne veulent pas entendre qu'il y a une crise financière, qu'il y a des problèmes financiers. Quand la fête de Nouvel An arrive, ces enfants ont besoin de cadeaux. Il y a des familles qui ont besoin de se retrouver et fêter et partager un certain nombre de choses ensemble. Et maintenant, un gouvernement qui est là au moment où il faut et qui répond à ces attentes-là, ça prouve qu'il écoute, le gouvernement chinois écoute son peuple et est prêt, lorsqu'il y a un problème, à réagir de manière immédiate. Oui, mais sauf que, pour un peu m'opposer à Fallon, sauf que ici, quand on regarde, quand on analyse au fond cette mesure, on se rend compte que ce n'est pas essentiellement pour les populations pauvres ou alors pour les populations chinoises que de telles mesures sont prises. Aujourd'hui, il y a que le ralentissement de l'activité économique en Chine entraîne aussi le ralentissement de l'activité économique au niveau mondial. On a les différents lobbies internationaux qui sont après la Chine depuis pratiquement le mois de septembre dernier pour que la Chine fasse tout pour avoir une croissance soutenable, parce que cette croissance soutenable permet à l'économie mondiale, aux économies des pays comme la Grande-Bretagne ou encore comme la France de mieux se comporter aussi par la suite. Je prends un exemple simple. Avec un groupe comme ArcelorMittal, qui est le premier producteur mondial d'acier, dont l'effondrement de la bourse de Shanghai l'année dernière, au mois de novembre, avait poussé les actions de cette entreprise à chuter de près de 49,5%, ce qui a été une perte pour l'actionnariat européen qui était au sein de ces entreprises-là, ou alors pour les différents actionnaires mondiaux qui se trouvent au sein de ce capital-là. Quand on va plus loin, on voit que
la Chine, une croissance soutenable pour les Chinois influence directement le prix, les cours des matières premières au niveau international et donc permet, voilà, notamment aux autres, tire la croissance des autres pays en voie de développement ou alors des autres pays producteurs de matières premières comme les pays africains ou encore, bref, pour dire tout simplement que c'est toute la croissance mondiale qui est aujourd'hui tirée par la croissance chinoise. Donc avec les différents lobbies internationaux qui influencent la Chine, eh bien, le président chinois ou alors le gouvernement chinois a trouvé bon, voilà, de commencer cette année 2016 en rassurant littéralement les marchés, notamment en garantissant une croissance au moins autour de 7%, ce qui devrait en principe permettre déjà d'envisager une bonne consommation chinoise, parce qu'une bonne consommation chinoise veut dire beaucoup d'importations en Chine et aussi beaucoup d'exportations, parce que par la suite, les entreprises vont, à travers la croissance qu'elles ont pu générer sur le marché intérieur, mieux se mobiliser encore pour la production au niveau international. Donc, en gros, c'est une situation que moi, je trouve comme une situation davantage favorable pour l'économie mondiale que pour le petit chinois, surtout que la croissance inclusive n'est pas garantie, oui, en Chine. Alors, on parlait tout à l'heure de 62 milliards d'euros injectés dans le système financier. Il y a quelques semaines, c'était 182 milliards d'euros, soit 244 milliards d'euros en moins de 3 semaines. Voilà, une bouffée d'oxygène pour le marché financier. Alors, quittons la Chine cette fois-ci pour Haïti, où le second tour de la présidentielle n'aura probablement pas lieu. On ne sait même pas quand est-ce que cette présidentielle va se dérouler. Les deux candidats en course sont dans le vent et dans quelques jours, Michel Martelly, qui est le président, va céder son fauteuil. Ce sera le 7 février, mais il n'y a pas de successeur. C'est une autre situation qu'il faudra gérer, certainement en se référant à la Constitution. C'est une autre situation qu'il faudra bien évidemment gérer, mais c'était une situation prévisible dans la mesure où le premier tour de ces élections a connu beaucoup d'irrégularités qui ont été signalées et qui ont même été prouvées par une commission d'enquête qui a été mise sur pied. Alors, lorsque le président s'est attelé à vouloir respecter le calendrier électoral qui s'était déjà fixé dès le départ, ça ne pouvait que laisser place à ce genre de situation. Maintenant, on a eu des Haïtiens qui sont allés dans les rues, qui ont manifesté, qui ont fait des casses parce qu'ils ne voulaient pas de second tour, lorsqu'ils savent que le premier tour a déjà été faussé et que peut-être celui-là qui a été choisi comme vainqueur du premier tour n'était forcément pas celui pour lequel ils avaient voté. C'est pour tout simplement dire que le peuple est souverain et lorsqu'il se sent menacé, lorsqu'il sent que sa voix n'est pas respectée, il peut entraîner de graves dégâts. Voilà qu'on n'a pas eu d'autre choix que d'annuler ces seconds tours, alors qu'on aurait pu éviter cette situation au préalable et peut-être repousser le calendrier électoral dans la mesure où on sait qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités et que forcément, il y a un autre candidat de l'autre côté qui a appelé au boycott. Et en plus que si le peuple descend pour manifester, ça veut dire qu'il était favori du premier tour et qu'ils avaient massivement voté pour lui. On a eu d'un côté un président qui soutenait un autre candidat et qui savait qu'il ne pouvait plus accéder à la magistrature suprême, mais qui voulait forcément y parvenir par la voix de quelqu'un d'autre. Et voilà ce que ça a mené non seulement Haïti, qui est un pays déjà assez pauvre, a eu beaucoup de casses en ces quelques jours, qui fait également une grande perte sur le plan économique, mais il va falloir que l'on revoie ce qu'il y a lieu de faire afin de ramener la situation à l'ordre et permettre que celui qui a été effectivement choisi par la population, qui est en train de manifester et montrer le mécontentement, puisse pourquoi pas refaire les élections à nouveau et se rassurer que tous les éléments qu'il faut, que le personnel soit formé, que les procès-verbaux soient bien remplis, afin qu'on ait une élection assez transparente et que le calme revienne à Haïti. Guy Fondop, il faut également souligner que le président Michel Martelly doit céder son fauteuil ce 7 février prochain. Bon, le président de la Cour de cassation ou alors le plus ancien des juges pourrait
prendre la fonction présidentielle. C'était inscrit dans la Constitution de 1987, mais il y a eu des modifications où à un moment donné, on a parlé du Premier ministre pour ce qui est de la modification de 2011, et certains ont parlé du président provisoirement élu par le Parlement pour remplacer le président de la République. C'est une situation assez confuse, disent les spécialistes. Alors, faudrait-il que le président Michel Martelly aille jusqu'à ce que les organisations, jusqu'à ce que la présidentielle soit organisée et que le nouveau président soit élu, ou alors faudrait-il qu'il y ait une vacance à la tête de l'État? De toutes les façons, lui, Roger, on va réunir les constitutionnalistes pour qu'ils puissent interpréter les différents textes. Oui, et cela aussi nous montre un peu la légèreté avec laquelle on procède voilà, en Afrique à la modification de la loi fondamentale. Parce que comment comprendre que ce soit aussi difficile que ça, eh bien de savoir très exactement ce qui doit se passer dans le cas présent où un président de la République est arrivé en fin de mandat avant qu'il n'y ait, avant que voilà, dans une situation où une élection présidentielle n'a pas pu arriver jusqu'à son terme. Je pense que on devrait tout simplement maintenant se retourner vers les différentes interprétations des constitutionnalistes ou alors des personnes voilà, qualifiées en la matière au sein des institutions de ce pays-là pour qu'on puisse comprendre par la suite ce qui doit être fait. Mais toujours est-il aussi que cette situation me ramène à sensibiliser un tout petit peu le peuple haïtien sur ce que je vais qualifier ici comme étant la très très longue marche vers la démocratie, parce que il faudrait qu'ils comprennent que c'est le prix à payer, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné être indulgent à travers les différents processus, même s'il faut rester rigoureux sur un certain nombre de principes fondamentaux, mais être indulgent ici signifie quoi? Signifie, voilà, par exemple, de comprendre très rapidement que pour qu'il y ait une élection juste et transparente, il faudrait qu'il y ait une bonne formation, par exemple, voilà, non seulement du corps électoral en lui-même, c'est-à-dire les personnes qui sont appelées à aller voter, mais aussi les agents électoraux qui doivent avoir une certaine maîtrise de la situation. Mais on sait aussi que cela n'arrive pas tout seul, lui, Roger, parce qu'il faut investir, consacrer énormément de moyens financiers pour y parvenir. Le pays, parfois, les différents pays, parfois, n'ont pas forcément ces moyens financiers pour y parvenir, ce qui est un problème. Et puis après, il y a aussi le manque d'indulgence de la population qui, à un moment donné, ne va pas aussi comprendre que, qu'ils peuvent mettre un peu d'eau dans leur vin pour permettre que les institutions ne se retrouvent pas dans la rue, comme ça pourrait être le cas très bientôt, et mettre par la suite une pression, pourquoi pas, sur les institutions pour que ces institutions-là s'améliorent afin de proposer à l'avenir des consultations électorales beaucoup plus justes et beaucoup plus équilibrées, lui, Roger. Mais toujours est-il qu'en ce moment, la principale perte est pour le peuple haïtien qui s'est infligé à lui-même beaucoup de pertes matérielles et qui va aussi s'infliger, bien entendu, une situation d'errance institutionnelle causée, bien entendu, par ce processus électoral qui, malheureusement, n'est pas arrivé à son terme. Merci Guy Frodop. Parlons à présent du Rwanda, où un imam soupçonné d'appartenir à l'organisation État islamique a été abattu par la police alors qu'il tentait de s'échapper après avoir été interpellé. Alors comment, Fallon Tchounia, vous analysez cette situation au Rwanda? C'est vrai, Louis Roger, qu'il y a la menace terroriste qui plane un peu de partout et que tout le monde souhaiterait que cette menace-là soit éradiquée. Mais je pense qu'abattre un imam qui est soupçonné d'appartenir à une secte terroriste n'est pas forcément la situation. S'il est un imam et qui tenterait de s'échapper, je pense que la police a tous les moyens qu'il faut pour pouvoir le localiser et le trouver. En plus qu'il n'est que soupçonné. Bon,
encore aurait-il fallu qu'il y ait la preuve qui démontre que, bien effectivement, il appartient ou alors il collabore avec ces sectes islamistes-là. Et je pense que tous les individus ont le droit, on devrait peut-être procéder autrement, les arrêter, les juger, et essayer de les traiter psychologiquement pour les réinsérer dans la société, parce qu'ils peuvent être utiles demain à pouvoir démanteler les cellules de sectes islamiques ou alors les attentats qu'ils se préparent un peu partout, ou démanteler tout un réseau. Je pense que les abattre lorsqu'on les soupçonne ou lorsqu'on a la preuve même que c'est eux, ce n'est pas une situation, parce que le faire révolte seulement davantage ceux-là qui sont encore prêts à tout pour pouvoir créer la panique et créer la peur partout. Mais bon, si c'est leur mode opératoire, espérons que cela leur soit bénéfique d'une manière ou d'une autre. Alors, Guy Fondop, cet imam qu'on abat, qui est accusé d'orienter les jeunes vers le djihad et de les recruter, c'est quand même quelque chose d'anormal pour vous? Il faut dire, lui, Roger, que c'est... Oui, pour moi, c'est une... Je ne fais pas dire que c'est une situation normale, parce que bon, tout justiciable doit avoir droit à un procès équitable. Voilà, la présomption d'innocence doit être respectée jusqu'au bout. Donc, je ne dirais pas que c'est une situation normale. Mais si on me demandait, face à la question de l'analyse, je dirais tout simplement que c'est un signal fort de la part des autorités rwandaises qui veulent faire comprendre, qui ont voulu passer un message à tous les autres imams du pays concernant leur vision justement de la sécurité face à la montée voilà, du djihadisme ou alors de l'islamisme radical aux quatre coins de la planète. Ils ont voulu faire comprendre voilà, à ces personnes-là qui sont désormais, qui sont fermes concernant voilà, toute tentative, n'est-ce pas, de propagation voilà, de l'islamisme radical sur le territoire rwandais. Et je pense que c'est un message qui est véritablement passé, parce que quand on regarde l'écho voilà, de cette exécution, qualifions cela comme ça, quand on regarde l'écho de cette exécution, on se rend bien compte que le message a été passé voilà, de la manière la plus forte possible. Voilà, Mohamed Mugema Gango a été donc exécuté par la police. C'était l'imam adjoint de la mosquée de Kibir Congo, bon, à Kigali, pour avoir la bonne information et une façon peut-être certainement pour les autorités rwandaises d'étouffer dans l'œuf toute velléité djihadiste. Mais ce qui pourrait aussi avoir de violentes conséquences, parce que c'est aussi une manière de déclarer ouvertement la guerre à l'islamisme, aux islamistes voilà, radicaux, voilà, ou alors à tous ces groupes islamistes qui aujourd'hui sont engagés, voilà, sont très actifs sur le territoire africain. Cela pourrait entraîner des représailles et exposer le pays à des attaques terroristes, pourquoi pas. Mais je pense que ces autorités rwandaises sont préparées en conséquence et voilà, et eux aussi, comme le président Biya l'avait fait à l'époque, je pense qu'eux aussi viennent d'ouvrir tout simplement, de déclarer officiellement la guerre contre le terrorisme ou alors contre l'islamisme radical dans leur pays. La revue de presse cybernétique de la soirée de l'information, c'est avec Catherine et Moukoui. Bonsoir. Bonsoir Louis Roger, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, on commence par quoi ce soir? Par 7sur7.cd, le site d'information du Congo démocratique, qui nous apprend que lutte contre les viols, un recul de 25% en 2015 des stats par province. Ci-dessous, les violences sexuelles ont reculé de 25% en 2015 en RDC, c'est ce que nous apprend le site. Et c'est ce que dit le rapport de veille judiciaire sur les violences sexuelles qui a été présenté hier, lundi 25 janvier, au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement. C'est un pas de plus décisif que la RDC fait en direction de l'éradication de violences sexuelles, un de ses objectifs principaux. Cette excellente nouvelle a été annoncée, nous apprend le site, conjointement par Janine Mabunda, représentant du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles, et par Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice.
Et on poursuit avec Burkina 24, enquête sur le putsch. Le général Diendéré, collaboratif dans une des livraisons du journal Jeune Afrique de ce mardi 26 janvier 2016. Des révélations ont été faites sur la tactique de défense du général Gilbert Diendéré face au juge dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État des 16 et 17 septembre 2015. D'après le journal, le général Diendéré ne rechigne pas à collaborer avec les juges. Il a même, après avoir été entendu plusieurs fois sur le fond du dossier, balancé plusieurs noms au juge. Et on poursuit avec Iwaku, les voix du Burundi, qui nous apprend qu'à Mungamba, 2 personnes armées ont été tuées. Selon des sources administratives, ces personnes ont été tuées ce lundi 25 janvier au cours d'une opération de ratissage menée par des forces de l'ordre sur la colline Kivumu. Elle se trouve dans une réserve naturelle située entre les communes Mukike et Mungamba. L'administrateur de la commune de Mungamba, Anissé Niyonzuma, salue la collaboration de la population et affirme que c'est grâce à sa vigilance qu'un groupe de malfaiteurs retranchés dans cette réserve a été anéanti. Et pour poursuivre, RFI.fr qui nous parle de la République centrafricaine et des raisons de l'annulation des élections législatives. La Cour constitutionnelle a décidé d'annuler purement et simplement le premier tour des élections du 30 décembre dernier en raison de nombreuses irrégularités du scrutin. La première d'entre elles concerne les bulletins des législatives. Il s'agissait d'une liste de noms avec photo et logo à cocher, mais dans de nombreuses circonscriptions, ces bulletins ont dû être réimprimés au dernier moment puisque certains candidats dont le dossier avait été invalidé par l'autorité nationale des élections ont été réintégrés après examen de leur recours par la Cour constitutionnelle. Et pour terminer, Le Monde Afrique qui nous parle du chantage au roi du Maroc. La Cour d'appel de Paris valide l'enquête. C'est un revers pour Catherine Gracier et Éric Laurent, les 2 journalistes français soupçonnés d'avoir voulu estorquer de l'argent au roi du Maroc contre l'abandon d'un livre en préparation dont les révélations auraient pu être embarrassantes pour le souverain. La Cour d'appel de Paris a validé mardi 26 janvier les enregistrements clandestins à l'origine de leur mise en examen. Merci Aimé Catherine Boukouri pour cette revue de presse cybernétique. Alors, Falantounia, une observation? Oui, une observation concernant bien évidemment les législatives centrafricaines qui ont été annulées au vu des irrégularités, ce qui montre que le gouvernement centrafricain a été comment je dis, préventif sur un certain nombre de choses parce qu'il savait qu'est-ce que ces irrégularités pouvaient avoir comme conséquence sur le long terme. Ça nous ramène encore à la situation en Haïti où des irrégularités ont été observées mais qui n'ont pas été gérées aussitôt, ce qui a conduit à ce qu'on observe ces manifestations des populations et qu'on annule maintenant le second tour des élections. Je pense qu'un gouvernement qui est préventif permet en sorte que l'on puisse éviter, parce que la chose la plus terrible que puisse connaître un État ou un gouvernement, c'est d'avoir ces populations dans la rue prêtes à manifester par tous les moyens pour faire entendre leur voix. Ce qui veut dire qu'on finit par ne plus pouvoir gérer certaines choses et puis ça devient très désastreux parce qu'ils vont tout casser et casser veut dire encore rétrécir l'économie vers un arrière-plan, l'économie encore d'un pays qui était déjà assez fragile. Guy Fondop, un sujet qui a retenu votre attention? Un sujet qui aurait retenu mon attention, qui a retenu mon attention, c'est bien sûr la situation en République centrafricaine avec cette annulation donc, des législatives. Cela revient encore à parler de la formation du corps électoral ou encore de la formation des agents électoraux parce que on voit très bien qu'il a été question de cela pendant cette procédure. Donc, il faudrait davantage interpeller la communauté internationale qui est très active dans ces différents pays, à davantage investir des moyens pour la formation des agents électoraux, mais aussi à procéder à de grandes sensibilisations pour des comportements républicains de la part des populations qui devraient être patientes et comprendre que la démocratie est une longue marche qui devrait connaître l'adhésion et le soutien des uns et des autres. Oui. Aimé Catherine Boukouri, nous chutons par vous.
Bien évidemment, revenir sur le système électoral en Afrique, parce que ce n'est pas un problème qu'on découvre seulement à RCA, mais dans plusieurs pays, que ce soit en Guinée-Conakry où il y a eu des élections. Très récemment, il y avait des problèmes de bureaux de vote. Il y a des gens qui sont allés voter dans des bus. Donc, il faudrait que dans nos pays, on essaie de mettre à disposition de ceux-là qui veulent voter des bureaux de vote en bonne et due forme, avec des bulletins de vote en bonne et due forme, parce que là, on aurait fait passer des gens qui ne méritent pas forcément d'être à cette place-là. Mais ce n'est pas la seule actualité qui m'intéresse. Je voudrais aussi parler du cas de ces journalistes qui sont accusés de chantage sur le roi du Maroc. On a tendance à tout le temps scander les droits, la liberté du journaliste, sans voir que derrière, il y a des gens qui souillent vraiment cette profession avec des actes comme celui-là. Et on s'attendait à ce que Paris soit plutôt réfractaire à cette enquête, mais bien au contraire, on voit que les choses vont avancer et que ces journalistes-là auront peut-être très bientôt un procès. Merci, messieurs et dames, d'être venus donc ce soir. Ce fut un très grand moment d'actualité. On espère que nous serons encore davantage demain à partir de 20h15. Mais retrouvons-nous pour la matinale de l'information. C'est à 9h15 demain. Bonsoir à tous.